Les pirates informatiques chinois se positionnent sur les infrastructures américaines pour se préparer à faire des ravages et à causer des dommages réels aux citoyens et aux communautés américaines quand la Chine décidera que le moment est venu de frapper. Données sensibles, une émission produite par Advance. Épisode 4, le débat, première partie. Pour achever cette première saison riche en récits et en analyses, j'ai l'honneur de réunir autour d'une table virtuelle et néanmoins conviviale 4 personnalités de la cybersécurité, 4 experts dont la voix porte des tréfonds du dark web jusqu'aux plus stratégiques organisations du monde bien réel. Et c'est justement sur ce spectre que nous allons échanger avec vous. Tout d'abord, Raina Stamboliska, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO et fondatrice de RS Strategy, société de conseil en cybersécurité et affaires européennes. Vous êtes également administratrice du think tank Renaissance numérique et chargée d'enseignement à Sciences Po Paris. Et vous êtes l'autrice de La face cachée d'Internet aux éditions Larousse, qui est disponible en poche. Sur la chaise dématérialisée qui vous fait face, Jérôme Billois, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé au sein du cabinet Wavestone sur la cybersécurité et la confiance numérique. Vous êtes également administrateur du CLUSIF et du Campus Cyber, le quartier général de la cybersécurité basé à La Défense. Et vous conseillez de grandes entreprises sur leur stratégie cyber. Vous avez vous aussi publié un livre qui fait référence, qui s'appelle Cyberattaque, au pluriel, coécrit avec Nicolas Cougo chez Hachette, sorti en 2022. Également avec nous dans ce studio pixelisé, Antonin Elie, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes quasiment un vétéran de la cybersécurité en France, sans aucune considération d'âge bien sûr. Vous êtes directeur des opérations chez Sésame IT, après avoir mis votre expertise au sein de certains des plus grands acteurs de la cybersécurité, et notamment ce qu'on appelle des MSSP, Managed Security Service Provider en français, des fournisseurs de services de cybersécurité, hein, c'est bien ça ? Exactement. Et enfin avec nous, Benjamin Leroux. Bonjour Benjamin. Bonjour. Votre MSSP à vous, c'est Advance, un des acteurs majeurs de la cyber en Europe. Vous en êtes le directeur marketing, après avoir exercé en tant que consultant et RSSI, notamment, et je précise que ce podcast est réalisé en partenariat avec Advance. Pour commencer, nous sommes dans un nouveau podcast dédié aux menaces cyber et à la cybersécurité. J'aimerais vous demander si vous avez le sentiment que ces sujets qui vous concernent chaque jour sont enfin pris en compte comme des enjeux majeurs, que ce soit dans le débat public ou au sein des organisations. Oui et non. Ces enjeux sont pris en compte à des degrés divers. Bien sûr, parce que les différentes organisations, qu'elles soient publiques ou privées, ont des appétences risques très différentes. Et aussi parce qu'il y a un enjeu d'investissement qui est que, bien que tout le monde comprenne que c'est important, en fait, il y a aussi pas mal d'autres sujets qui viennent se rajouter aux enjeux auxquels font face aujourd'hui les organisations. Et donc, du coup, on espère, ou en tout cas, c'est la tendance qui semble se dessiner, c'est que à travers la pression normative, qu'elle soit française ou surtout européenne, la cybersécurité puisse être mieux, en tout cas intégrée dans la prise de décision stratégique au niveau des organisations et avec les cadres qui surviennent, notamment la directive NIS 2 par exemple. Ce qu'on peut anticiper, c'est que la physionomie des organisations concernées va changer. Elle va changer grandement, ne serait-ce que parce qu'on a un nombre de secteurs concernés qui s'est significativement élargi et qu'on a, je ne sais plus quel est l'ordre de grandeur, mais on est quand même passé de quelques centaines à quelques milliers d'organisations concernées avec NIS 2. Donc on peut imaginer que le réglementaire va aussi mettre ces sujets-là sur le dessus de la pile. Avec quel succès ces sujets-là seront traités, ça, l'avenir nous le montrera, parce que tout ceci a un coût et on a aussi beaucoup d'enjeux de comment on outille cette prise de décision, cette gouvernance-là du risque numérique, parce que en fait, encore une fois, ça a un coût et cet investissement
n'est pas toujours perçue comme telle, mais beaucoup plus perçue comme une dépense, comme jeter de l'argent par la fenêtre. Et ça, beaucoup de gens peuvent en parler et en témoigner, parce que quand tout va bien, la question c'est mais pourquoi on vous paye, et quand rien ne va plus, la question est toujours la même, mais pourquoi on vous paye. Jérôme Billois, vous aussi, vous avez l'habitude de répondre aux médias. Est-ce que vous sentez cet intérêt croissant ? Est-ce que vous êtes plus souvent sollicité actuellement sur ces sujets ? En fait, moi, ça va faire 20 ans que je travaille donc dans le domaine de la cybersécurité, et je pense que moi, j'ai vraiment vécu 2 grandes phases. Une phase que je démarrais de 2004 à 2014, où là, c'était difficile. On était dans l'époque de la sécurité informatique, on était dans l'époque où on était un peu vu parfois comme les personnes au bout du couloir, les messieurs et les dames qui disaient toujours non, on essayait d'expliquer, on utilisait des mots compliqués, d'attaques, etc. Et à partir de 2014, on a vécu des premières grandes attaques qui ont touché au cœur les grandes organisations, les grandes administrations également. On s'en souvient, peut-être que les auditeurs, ça leur rappellera des choses, l'attaque sur le studio Sony Pictures, qui avait mis à plat le studio de cinéma, qui avait révélé tous les secrets également, l'attaque sur Target, où des millions de numéros de cartes bancaires avaient été volés. On avait connu en France aussi un certain nombre de cas qui avaient pu toucher des ministères, qui avaient pu toucher Areva, etc. Et donc, on a eu une forme de basculement à partir de 2014 qui nous a fait rentrer dans... On est passé de la sécurité informatique à la cybersécurité. On a eu aussi l'effet Snowden qui a fait exploser le sujet vis-à-vis des médias. Et donc, depuis cette période-là, sur les 10 dernières années, oui, moi j'ai vraiment observé une augmentation de l'intérêt des médias, une augmentation de l'intérêt des fonctions dirigeantes pour ce sujet. Et même si tout n'est pas rose, et j'adhère avec ce que disait Réna sur le fait que parfois on peut être encore un peu en déprime quand on voit certaines réactions, quand même une augmentation des moyens mis à disposition, une augmentation de l'intérêt dans les entreprises, au niveau des gouvernements, avec des nouveaux textes de loi et un changement quand même sur le terrain, même si beaucoup reste à faire parce qu'on a 20 ans, 30 ans de retard en investissement cyber à rattraper. On en vient maintenant à cette cyberguerre qui a en réalité commencé puisque les attaques en tout genre se multiplient en ce moment contre les sites officiels français et pourtant, s'ils sont surpris par leur Antonin ampleur... Elie, cet intérêt croissant, il s'explique tout simplement par un accroissement aussi de la menace ? Alors oui, c'est évident. S'il n'y avait pas aujourd'hui les cyberattaques conséquentes qu'on peut voir et qui peuvent paralyser un certain nombre de structures et d'organisations, on l'a vu avec les hôpitaux. Les hôpitaux, ça parle immédiatement et à tout le monde. Autant Jérôme le disait tout à l'heure, il y a eu Target, mais c'est loin de nous, donc c'est pas très important pour nous. Il y a eu Sony Pictures, mais ça aussi c'est loin de nous, même si les attaques étaient colossales. Mais dès lors qu'on commence à toucher un hôpital qui est à quelques kilomètres de la maison et que ça paralyse l'hôpital et qu'on voit passer le SAMU qui transbahute des gens pour leur sauver la vie parce que l'hôpital est paralysé, là d'un coup, forcément, ça parle, ça touche, ça intéresse, ça interpelle. Et oui, c'est le fait que les cyberattaques aujourd'hui augmentent en quantité, mais aussi en impact, parce que le nombre fait pas forcément la qualité. Et aujourd'hui, on voit des cyberattaques d'une qualité extraordinaire. Alors, il n'y a pas d'admiration dans ce que je dis, il y a surtout un peu de peur quand on voit ce qu'ils sont capables de faire. Forcément, ça va attirer plus le regard, ça va attirer la presse, ça va attirer les médias, ça va attirer aussi l'attention des dirigeants, comme le disaient Réna et Jérôme. On le voit, les États s'intéressent à ça, alors qu'il y a quelques années, ça passait à côté. Aujourd'hui, c'est un mot qu'ils ont sur toutes les bouches, même si l'IA est en train de prendre un peu plus le pas sur le mot cyber. La cyber est dans toutes les têtes et dans les grandes entreprises. Malheureusement, on a encore les petites et les moyennes entreprises qui se sentent encore loin de tout ça, qui n'ont pas forcément compris ça. Tant qu'il n'y aura pas un gros drame, et ça va très vite dans une petite entreprise, un gros drame, je pense qu'elles auront encore un peu de mal à comprendre ça. Heureusement, Nice 2 risque de changer un peu la donne, on l'espère tous. On croit vraiment en cette transposition, on est tous là à œuvrer à tout ce qu'on peut pour que la transposition se fasse au plus vite et dans les meilleures conditions possibles, parce que justement, elle va impliquer tout ce monde-là, elle va impliquer tous ces acteurs-là et elle va permettre à minima que tout le monde soit sensibilisé sur ces sujets-là. Benjamin Leroux, vous voyez chez Advance la typologie de vos clients évoluer ?
Oui, clairement, on est passé de clients qui étaient soit des structures d'une certaine taille ou des structures de certains secteurs. Les banques ont historiquement acheté beaucoup de cybersécurité parce que c'est peut-être là qu'on pensait à taper en premier. On allait chercher le coffre-fort. Et c'est aussi les structures qui ont été peut-être les premiers sujets à des réglementations qui imposaient à faire de la cyber. Et depuis quelques années, par l'augmentation de la menace, mais aussi par l'augmentation de certains dispositifs de financement ou certaines obligations, on a vraiment une explosion quelque part du nombre de clients et de clients potentiels avec beaucoup de structures de taille beaucoup plus petite et également dans la sphère publique, c'est plus uniquement un sujet pour les ministères ou pour les fonctions de la défense, ça va être aussi pour la collectivité locale, la mairie, le département, la région. Voilà, de plus en plus de structures s'y mettent, contraints ou de bonne volonté. Pour résumer, est-ce que ce sont les désordres géostratégiques du monde bien réel qui se traduisent finalement dans le cyber ? On voit effectivement une image miroir un petit peu de ce qu'on observe dans le monde réel, dans le monde cyber. On va avoir les mêmes types de groupes d'attaquants. On peut avoir une forme de délinquance cyber, on va avoir des criminels cyber, on va avoir des acteurs étatiques qui jouent aussi dans le cyber. Chacun justement avec leurs moyens et leurs finalités. La vraie différence, c'est que dans l'espace cyber, il y a des caractéristiques qui font que les attaquants sont quand même plus difficiles à identifier, plus difficiles à catégoriser, très facile d'agir sous faux nez, de masquer ses traces, de rebondir de pays en pays, d'utiliser les méthodes ou les outils d'autres groupes d'attaquants. Et ces limites, eh bien, les attaquants en jouent aussi. Par moment, des attaquants étatiques vont pouvoir se faire passer pour des cybercriminels, on va pouvoir payer, entre guillemets, des cybercriminels pour agir en leur nom. De la même manière, certains groupes qu'on pourrait penser être des activistes qui agiraient pour une cause sont en fait pilotés par un État ou par d'autres groupes derrière. Donc, il y a une similitude, on peut dire, dans les différentes catégories d'attaquants, les différents groupes. Par contre, on a une porosité qui est beaucoup plus forte et une difficulté beaucoup plus forte pour arriver à attribuer ces attaques, savoir qui attaque, d'où est-ce que ça vient vraiment, et que ça amène beaucoup d'interrogations sur lesquelles justement la plupart des grandes entreprises ou même les entreprises de taille moyenne sont souvent aux limites de leur capacité à agir et elles ont besoin de l'appui des États, des moyens spécifiques que les États peuvent avoir, type services de renseignement, forces armées, etc., qui peuvent à un moment permettre d'éclairer une situation, même si pour ces acteurs très bien dotés à l'échelle de l'État, le problème reste entier, souvent, pour savoir qui fait quoi, et ça prend beaucoup de temps pour accumuler des preuves qui permettent de les identifier. Donc on a bien ce parallèle entre le monde réel et les désordres qu'on y connaît et le monde virtuel. La frontière est même de plus en plus fine, parce qu'on voit aujourd'hui que tout conflit qui a lieu dans le monde réel a un pendant numérique, que tout type d'activité criminelle dans le monde réel a un pendant dans le monde numérique. Je trouve qu'on les sépare de moins en moins et qu'on les séparera toujours de moins en moins. On a un mélange des genres dans le sens où les frontières, enfin la porosité entre les différentes motivations n'a jamais été aussi forte. Vous avez aussi, on connaît des attaquants, des groupes d'attaquants qui sont, pour caricaturer un peu, acteurs étatiques le jour et cyberdélinquants la nuit, quoi. Enfin, on va dire motivés par des velléités crapuleuses, pour le dire autrement. Donc on a ça, et puis on a aussi sur le lieu de travail, si vous regardez en fait de plus près, la physionomie aussi, encore une fois, des utilisateurs a changé. Sur le lieu de travail, si on regarde, on est quand même au seul moment de l'histoire de l'humanité où vous avez 5 générations qui se côtoient sur le même endroit, enfin espace de travail. Donc entre des personnes qui sont proches de la retraite et des gens qui sortent de l'université là, et qui partagent en fait le même bureau dans la même société, les usages sont extrêmement différents. Et on sait aussi que vraiment séparer le pro du perso, etc., ça reste extrêmement difficile. Le Covid nous l'a montré et ça n'a pas énormément changé depuis. Donc voilà, il y a en fait plein de choses qui se télescopent.
et qui font aussi, on l'a vu avec Conti par exemple, hein, pour donner un exemple récent, donc un gang de rançonneurs qui s'est déchiré suite à l'invasion russe de l'Ukraine, et qui montre aussi qu'on a des gens qui, en fait, pas tout le monde est apolitique, ou même si on est apolitique, on n'est pas nécessairement apartisan. C'est-à-dire que tout le monde a quand même ses idées, ses attachements, ses obédiences. Et en fait, vous pouvez être amené, en fonction de la situation, à exprimer ça avec les outils à votre disposition. Et ça, ce n'est pas nouveau. Je veux dire, Anonymous, ça a été le premier cas aussi important là-dessus. Mais on voit que ces mouvances reviennent très fortement. Déjà à supposer qu'elles aient complètement disparu à un moment donné. Donc voilà, il y a un mélange de tout. Et ça aussi, c'est quelque chose qui doit être pris en compte, et qui explique aussi que des organisations fassent appel à des services étatiques, ce que mentionnait Jérôme à l'instant, qui pourraient en fait de prime abord paraître un peu surprenant, genre pourquoi j'aurais besoin de faire appel à la DGSI ou à la DGSE, alors qu'il s'agit, pour caricaturer, gérer un problème d'antivirus, quoi. Je caricature au trans, hein. Mais voilà, il y a aussi ces enjeux-là qui doivent être pris en compte aussi parce que, et qu'on voit aussi par le réglementaire qui devient en fait de plus en plus politisé et qui reflète aussi de plus en plus de parti pris, de souveraineté ou autres, qui ne sont pas purement technologiques en fait. Ouais, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est qu'aujourd'hui, le cyber, et en particulier l'offensif en cyber, devient également une arme pour certains pays dans le réel. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est pas simplement si un pays entre en guerre avec un autre, on va trouver des cybercriminels qui vont vouloir s'acharner sur l'un ou l'autre, peu importe. On voit aussi des pays maintenant qui embarquent avec eux une armée cyber entre guillemets pour aller mettre à mal son adversaire ou ses adversaires. Et ça aussi, ça fait partie du paysage devant lequel on assiste parfois impuissant à toutes ces attaques, en se disant comment ça va se terminer, qui va avoir gain de cause, qui est le plus fort. Et on le voit dans certaines de ces attaques, il y a des pays qui sont largement surdimensionnés par rapport à d'autres. Un petit complément aussi pour ajouter malheureusement à la complexité de tout ce qui se télescope, c'est que certaines attaques du monde physique font l'objet d'une réponse dans le monde cyber. Voilà, on parle du théâtre des opérations. Maintenant, c'est tu m'envoies une bombe ou une roquette, je t'envoie une attaque. Et ça s'est mélangé, c'est vraiment identifié comme une arme. Et l'autre point, c'est que de plus en plus d'attaques cyber peuvent avoir un impact dans le monde réel parce qu'il y a des infrastructures industrielles connectées, etc., etc. Et donc, ça ajoute encore plus au flou, avec finalement, dans des contextes de tension, il y a des armes qui passent par le physique, par le cyber, ça se mélange et voilà, le mode opératoire, le vecteur d'attaque et les conséquences se mélangent aussi. Malheureusement, ça, je pense, ça va aussi se empirer et ajouter à la complexité. Merci à mes 4 invités que je retrouve dans l'épisode suivant pour la deuxième partie de cette discussion. C'était Données sensibles, épisode 4, le débat. Merci de nous avoir écoutés. À très vite.